Bonjour, tu es un véritable réactionnaire et tu as hâte qu'on bloque tout organisme social, eh bien cette vidéo est pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc nous nous retrouvons pour ce chapitre numéro 3. Cette fois-ci, on est à la troisième sous-partie, donc toujours de ce chapitre 3, donc toujours dans le grand 1, concernant la Deuxième République. Et puis, eh bien, ce C aura pour titre La République réactionnaire. On avait vu qu'il y avait des barricades, que la violence a été très forte concernant le gouvernement, notamment à cause d'une assemblée qui est très conservatrice et qui va pousser eh bien, le gouvernement à agir de manière très violente contre tout mouvement qui voudrait revenir sur ses actions. Et donc, vous pouvez noter, on va introduire cette partie, que les élections législatives d'avril 1848 sont une revanche des campagnes sur l'agitation des villes, car, et là vous pouvez le noter, le Parti de l'Ordre en rouge, donc le Parti de l'Ordre, réunit les monarchistes et les républicains qui sont attachés à la propriété et hostiles à une démocratie sociale. Et vous pouvez noter en rouge que le Parti de l'Ordre, c'est un regroupement donc politique, qu'on avait déjà parlé, donc un regroupement politique des individus, qu'ils soient monarchistes ou républicains, en faveur de l'ordre et de la propriété. Faut bien voir que, justement, je parlais la dernière fois des campagnes. Ces campagnes, finalement, elles sont un peu plus conservatrices que dans les villes, hein, où il y a un bouillonnement de réflexion très fort, où vous avez des mouvements sociaux qui sont très importants. Je rappelle que les ouvriers se trouvent soit à la périphérie des villes, soit pas très loin des villes. Donc c'est là où vous avez une vraie réflexion sur l'égalité, sur l'équité sociale. Dans les campagnes, c'est moins le cas, et donc on va se référer surtout à des mouvements qui sont assez conservateurs parce qu'ils rassurent. Alors, je rappelle que la République, il y a toujours cette idée, cette inquiétude de savoir ce qu'on va en faire, du passif, notamment de la répression, de la terreur, etc. Donc il y a vraiment des inquiétudes qui sont assez fortes. Et vous pouvez noter en dehors de la définition qu'il se satisfait, donc ce parti de l'ordre, d'une constitution qui met en place un régime présidentiel où le chef de l'État n'a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que ce qui va les motiver à d'autant plus ce parti de l'ordre s'intégrer à cette démocratie, non pas sociale, mais cette démocratie qui est la Deuxième République, c'est que ça va pouvoir jouer le jeu, s'ils sont majoritaires, et ils le seront, d'organiser cette Deuxième République telle qu'il l'imagine, c'est-à-dire beaucoup plus conservatrice et beaucoup moins sociale. Et là, vous pouvez le noter que, conséquence de ces élections, on a un recul des libertés. En 1850, l'Assemblée vote une série de lois limitant la démocratie. Entre parenthèses, en exemple, vous pouvez noter qu'il y a une exclusion du suffrage universel des hommes ne résidant pas depuis 3 années de suite au même endroit. Et il y a aussi, vous pouvez toujours noter dans l'exemple, une restriction des libertés de réunion et de la presse. Et ce qui va vraiment, donc fermer la parenthèse, ce qui va vraiment achever ce marqueur très conservateur et ce soufflet démocratique, vous pouvez noter, c'est la loi Fallou, qui achève ce processus en permettant à l'Église de jouer un rôle majeur dans l'enseignement. C'est-à-dire que, dans l'enseignement, ce qui est confirmé avec cette loi Fallou, c'est que, on va retrouver des curés qui vont enseigner dans les écoles républicaines, l'enseignement religieux. Donc ça laisse une part, vous voyez, hein, toujours cette idée de conservatisme, c'est là où on voit que la Deuxième République, c'est un courant de gestation très fort. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment vers quoi elle part. L'idée, c'est vraiment de construire. Il y avait un début de démocratie sociale et on revient dessus. Hein, vous avez vu, hein, la Deuxième République au tout début de ce qu'on avait pu faire, c'était l'abolition de la peine de mort pour des raisons politiques, la liberté de la presse, etc. Et on revient dessus. On pourrait se dire, bah ouais, mais comment ça se fait qu'on fasse toujours un pas en avant, deux pas en arrière? C'est parce qu'en fait, vous avez plein de mouvements politiques qui s'organisent, qui se constituent, qui deviennent un peu plus forts les uns par rapport aux autres, et qui prennent le pas sur certains idéaux. Et pour bien voir, là aussi, un personnage qui est assez ambigu dans cette réflexion-là,
c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui est un président un peu ambigu. Je vous laisse regarder d'ailleurs la vidéo, donc Un café, une histoire de 2016, concernant justement cette ambiguïté de ce premier président de la Deuxième République. Je vous laisse regarder et ensuite je reviens à vous. Entre 51 et 52, il a voyagé dans toute la France. Et partout, il est allé au-devant des gens, il a expliqué comment il voit le gouvernement de la France pour que tout le monde accède à la prospérité, pour que accède à l'éducation, etc. Il se rend compte de l'état de la France, l'état des campagnes, et il voit qu'il y a beaucoup à faire pour amener de la prospérité, pour le développement économique de toutes les provinces, et que la France soit compétitive de l'Angleterre. Le président n'a pas suffisamment de soutien dans l'élite, et surtout, la Constitution de 1848 ne lui permet pas de se représenter. Or, il voit bien que des tréfonds de la population française, un soutien populaire est là. Et, encore une fois, il va jouer le peuple contre l'élite, en faisant pétitionner par ses préfets, et les pétitions recueilleront plus d'1 million de signatures, pour que la révision constitutionnelle ait lieu, lui permettre en 1852, au terme de son mandat de 4 ans, de se représenter. Simplement, la procédure constitutionnelle à l'époque est tellement compliquée qu'on ne va pas arriver à mettre en branle cette révision constitutionnelle. Mais en même temps, il va y avoir tout un travail en coulisses pour savoir qu'est-ce qui allait se passer lorsque la présidence prendrait fin. En particulier des tiers qui vont nouer des alliances avec les orléanistes, qui étaient tout près d'un coup d'État. C'est-à-dire les orléanistes avaient déjà prévu d'envoyer Louis-Napoléon à Mazas, donc de réprimer, etc. Et peu à peu, il va se déplacer pour se faire acclamer, vive le président de la République, vive le président de la République. Il passe l'armée en revue ici et là. Et à Bordeaux, par exemple, eh bien, peut-être après avoir glissé un mot ou deux dans l'oreille du préfet qui était là-bas, qui était le baron Haussmann déjà, eh bien, le baron Haussmann fait dire « Vive l'empereur !» On commence à dire « Vive l'empereur !» Louis-Napoléon Bonaparte est ravi, naturellement, et puis l'idée s'installe un petit peu partout, on commence à dire « Vive l'empereur, vive l'empereur !» Alors évidemment, à l'Assemblée, ils ne sont pas très contents, parce que le prince-président, tout d'un coup, crie « Vive l'empereur !» Donc, il se dit il n'y a pas d'autre solution, il faut que je refasse un coup d'État. Il va travailler avec son demi-frère, le duc de Morny en personne, qui lui est un personnage absolument merveilleux, brillantissime, intelligent, qui est le ministre de l'Intérieur et qui a composé un petit dossier qui s'appelle le dossier Rubicon. Et lui qui, jusque-là, s'était toujours refusé au coup d'État lorsque certains membres de son entourage, comme Persigny, comme son demi-frère, le comte de Morny, ou bien encore comme le général Changarnier, lui proposait de franchir le pas pour faire un nouveau coup d'État, il refusait, lui, de le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 20 décembre 1848, il avait prêté serment qu'il défendrait en fait la République et les institutions. Et il y avait le souvenir également de ces 2 coups d'État précédents manqués. Donc, c'est simplement quand il va voir que tout ça est impossible qu'il va se résoudre en août 1851 à franchir le pas et à tenter un coup d'État. Et au soir du 2 décembre de 1851, on ouvre le dossier Rubicon et c'est la nuit du coup d'État qui se passe comme du velours. Il y a quelques arrestations, on emmène Adolphe Thiers, on enlève les gens susceptibles de râler, sont emmenés à la prison de Mazas, là où il y a la gare d'Austerlitz aujourd'hui, en attendant de les libérer, très rapidement d'ailleurs. Et puis, l'affaire se passera bien, le sang ne coulera quasiment pas. Mais par contre, il avait quand même fait un serment à la République. Et le serment, alors je sais bien que c'est pour la noble cause. La République était morte, quoi qu'il arrive. Donc Louis-Napoléon, en vérité, en faisant son coup d'État, l'a fait non pas contre les républicains, mais il l'a fait contre une royauté renaissante. Et d'ailleurs, les principales personnes sur les listes à arrêter le soir du coup d'État n'étaient pas des républicains, c'était des royalistes. Le coup d'État, par essence, a été contre les royalistes. Le favori aux élections de 1852, celle où Louis-Napoléon Bonaparte ne pouvait pas se représenter, c'était le duc de Joinville, c'était le fils de Louis-Philippe. Donc, comme vous avez pu le voir, et ça vous pouvez le noter, que Louis-Napoléon Bonaparte, donc élu sur son nom illustre, adopte une attitude ambiguë concernant la Deuxième République. 2 points.
Premier tiré, il se fait appeler, entre guillemets, le prince-président, ce qui marque un petit peu une contradiction, hein, mais donc c'est un petit peu l'apanage de son aura qui transcende un petit peu, si vous voulez, sa fonction. Deuxième tiré, il effectue de nombreuses visites en province, au cours desquelles il est comparé à son oncle, l'empereur Napoléon Ier. Et troisième tiré, en 1851, il entre en conflit avec l'Assemblée qui refuse de modifier la Constitution pour lui permettre de se présenter à nouveau aux élections. Alors pour la petite histoire, ce qui est très particulier, et là au niveau des historiens c'est assez complexe, c'est qu'il y a deux voies au chapitre. C'est-à-dire que pour certains, Louis-Napoléon Bonaparte a déjà une vision de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire créer son second empire. Pour certains qui considèrent qu'il a véritablement un idéal républicain, mais qu'il voit concrètement dans les faits que le parti de l'ordre est en train de prendre du pouvoir, que les monarchistes sont de plus en plus importants, et qu'ils veulent faire élire, d'ailleurs l'un d'entre eux, qui pourrait faire basculer cette république sous la forme d'une monarchie constitutionnelle, eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte veut rester au pouvoir pour lutter au nom de la Deuxième République. Donc vous voyez, ces deux idéaux qui sont pas très évidents, qui sont encore en réflexion au niveau des historiens, parce qu'il y a deux visions possibles. Dans les faits, Louis-Napoléon Bonaparte, il demande donc à ce que la Constitution soit réformée. Maintenant, pour les raisons précises, c'est assez complexe. Vous aurez des historiens qui vous indiqueront que c'est pour sauver la Deuxième République. Pour d'autres, c'est parce qu'il a déjà une vision, c'est celle de du Second Empire, c'est-à-dire faire comme son oncle, posséder un pouvoir personnel. Voilà. Et vous pouvez noter en dehors de ces trois tirés que, alors que son mandat est sur le point de s'achever, eh bien, il organise un coup d'État le 2 décembre 1851. L'armée réprime toute résistance. Entre parenthèses, en exemple, vous notez que le député démocrate Alphonse Baudin est tué sur une barricade parisienne le 3 décembre. Donc vous avez des représentants du peuple, hein, notamment des républicains, qui sont contre cette volonté de Louis-Napoléon de prendre le pouvoir, et ils vont très vite être éliminés. Et là aussi, c'est toute la question, c'est est-ce que Louis-Napoléon Bonaparte a fait ce coup d'État pour préserver le peu de démocratie qui était encore en place dans cette Deuxième République, donc pour lutter contre le parti de l'ordre qui prenait un pouvoir de plus en plus important, ou est-ce qu'il l'a fait concrètement simplement pour s'accaparer le pouvoir? Voilà. Je vous laisse sur cette réflexion, on se retrouve donc jeudi pour la dernière vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis donc à jeudi.